L'écrivain argentin Jorge Borges, paix à son âme, type absolument fantastique, a vraiment fourni à travers un certain nombre de ses nouvelles ce que vraiment on peut appréhender de ce qu'est la légende et le rythme. On pourrait développer ça dans une exégèse que je ne vais pas réserver à la discussion d'aujourd'hui, parce que ça va nous mener loin, mais je le ferai certainement. Mais je pense principalement donc à la bibliothèque de Babel, mais également en toile de fond, il y a l'Alep, euh, les chemins en sentier qui bifurquent, et puis l'écriture du Dieu, qui sont vraiment des nouvelles d'une beauté d'écriture, aussi bien en français qu'en espagnol argentin, absolument extraordinaire, parce que Borges était francophone et francophile, et soit traduisait lui-même, soit supervisait ses traductions. Donc aussi bon en français qu'en espagnol, c'est une beauté d'écriture sidérante, et ça explique de façon intuitive et poétique énormément de choses sur cette notion de tradition, de légende, de rythme, etc. D'ailleurs, on aura l'occasion aussi de revenir sur le rôle qu'ont pu avoir un certain nombre d'écrivains du XXe siècle, par ailleurs surréalistes, dans la pensée spiritualiste. Alors pourquoi je parlais de ça? Parce que Borges, notamment dans la bibliothèque de Babel, euh, décrit de façon donc allégorique et poétique comment et pourquoi les variances dans une tradition, qui peuvent être le fruit d'erreurs, peuvent apporter des choses absolument fondamentales et empêcher la fin d'une tradition. Car une tradition doit être vivante. Une tradition ne peut pas être la congélation du mythème. Le mythème est invariant, mais il n'est pas congelé. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit par ailleurs, le mythème, qui est l'ensemble des mythes fondateurs d'une tradition spirituelle, religieuse, ésotérique, même politique ou autre, il est donc véhiculé par une légende. La légende se raconte de génération en génération. Cette légende est nécessairement déformée ou réinterprétée, volontairement ou pas, mais dans les traditions spirituelles, généralement la légende n'est pas simplement racontée ou lue et relue, ou lue et recopiée, elle est agie, elle est mise en action par un jeu qu'on appelle le rite, qui lui-même se compose d'un certain nombre d'éléments qu'on appelle les rituels ou les cérémonies, et c'est ça qui permet de mieux faire traverser la légende au siècle, pour penser à un célèbre écrivain français, de mieux faire traverser la légende au siècle, laquelle véhicule le mythème invariant. Donc ce jeu, c'est le rythme. Ce jeu, c'est le rythme, c'est-à-dire l'ensemble, on l'a dit, des rituels, des rites et cérémonies. Pour continuer sur mes comparaisons que j'ai utilisées dans d'autres vidéos, typiquement, le rythme chrétien, c'est quoi? C'est l'ensemble des célébrations et des sacrements. La messe, le baptême, le mariage, les ordinations, les onctions, etc. Voilà, ça c'est le rythme chrétien. En tout cas, le rythme chrétien apostolique, si on veut être un peu précis. Le rythme maçonnique existe. Le rythme maçonnique, il est, tout comme le rythme chrétien, complexe dans le sens où il est organisé en plusieurs rites. Évidemment, l'église mariavite de Pologne ne travaille pas exactement de la même façon que l'église mariavite de France. Il ne travaille pas encore moins de la même façon que l'église catholique romaine, laquelle a un rite différent de l'église maronite du Liban, qui a encore un autre rite que celui de l'église celtique kuldée, par exemple. Il n'empêche que ces variances sont pour partie volontaires, pour partie involontaires, mais véhiculent le même mythe fondateur, qui est celui de l'engendrement du Christ sur terre pour racheter les péchés de l'humanité, et qui comprend le devoir de célébration par la vraie prière et l'Eucharistie. Donc, on met en œuvre la Sainte Seine, comprenant la vraie prière, on répète
avec des gestes rituels, dans un environnement particulier, dans ce qu'on appelle parfois un espace-temps sacré. On répète un certain nombre de paroles, de gestes propres à l'Évangile, qui donc figurent la répétition, figurent l'incarnation du mythe fondateur. Voilà, là, on a compris, là, dans sa complexité au sens, c'est un ensemble de rites et de cérémonies, ce qu'est le rithème chrétien. Maintenant, prenons ce qui relève du rithème maçonnique. De la même façon qu'il y a l'église maraïavite, l'église maronite, l'église de Rome, l'église anglicane, etc., il y a le rite écossais rectifié, le rite français, le rite écossais ancien accepté, le rite York, et ainsi de suite. Qui sont autant de jeux différents pour supporter une légende qui connaît des variances un peu différentes à partir du mythe fondateur de toute la franc-maçonnerie. Ces variances ne s'excluent pas les unes les autres. Seul un certain nombre d'imbéciles ressortant de l'un ou d'autre rite s'excommunient, mais leur bêtise ne concerne qu'eux. Ces variances ne s'excluent pas les unes des autres, puisqu'elles se reconnaissent de fait dans la communauté ou l'identité de leur mythème, c'est-à-dire des mythes fondateurs. Ce sont donc là le rithème de la franc-maçonnerie, qui comprend des rites différents. Et tout comme les rithèmes religieux, le rithème chrétien par exemple, il y a eu variance volontaire ou involontaire au cours du temps. Alors, je vais essayer de citer des exemples. Moi, typiquement, dans les rituels de loge symbolique du rite écossais ancien accepté, moi j'ai pu constater, je ne sais pas moi, parce que je ne suis pas historien, mais je sais très bien, bon, par exemple, quelqu'un comme Jacques Simon, ou Marcel Cerbu, ou d'autres, ont constaté que entre les rituels de loge complets qui ont été écrits par le Suprême Conseil en 1829 et les rituels tels que pratiqués aujourd'hui dans les obédiences spiritualistes, type GLNF, CLAM, Franc de Loge de France, etc., il y a des variantes et des omissions et des rajouts qui semblent parfaitement involontaires parce que dénués d'intentions structurées, dénués de plans, on va dire. Il y a des oublis, on le voit, il y a des erreurs à la recopie, on le voit. De façon très flagrante, le rite écossais rectifié dans sa création, qui a lieu bien précisément en 2 temps, convent des Gaules en 1778, convent de Wilhelmsbad en 1782, il y a variance volontaire du rithème maçonnique, à partir d'un bouillon d'ensemble constitué par une myriade de rituels de loge, dont on va dire qu'ils sont à grande tendance d'un côté moderne, relativement simple. Soyons prudents sur les termes, parce que ce n'est pas le débat de maintenant, mais bon, qui donneront de façon schématique le rite français, le rite moderne, et une myriade de rituels qui se disent eux-mêmes écossais, que l'on appellera plutôt aujourd'hui écossistes, pour éviter trop de conclusions. Et c'est une espèce de réforme rituelle générale et de mise en ordre de tout ça. Donc c'est une variance volontaire du rithème pour y instiller une intention. Et cette intention est bien précise et bien déterminée. Pour ça, on se référera à divers écrits, par exemple, de Roger Daché. Et en particulier, je ne peux que recommander la lecture de Jean-Marc Vivenza pour bien comprendre ce qui s'est passé à ce moment-là. Jean-Baptiste Villermoz et quelques autres, mais en particulier Villermoz, entend mettre de l'ordre dans le magma maçonnique, le simplifier, et y instiller de façon très exacte la vision martinésienne du judéo-christianisme et la vision illuministe des doctrines de réintégration propres à Martinez de Pasquali et à certains de ses amis, en particulier, bien sûr, Louis-Claude de Saint-Martin. C'est l'objet essentiel de la doctrine rectifiée, et c'est là que le rithème subit une variance parfaitement volontaire
typiquement exemplaire. On l'a connu, une variance volontaire très importante dans la messe, dans le christianisme, au moment où, à l'époque de Luther et de Mélenchon, on se met à pratiquer, à dire la messe différemment, parce qu'on dit il n'y a pas transsubstantiation des saintes espèces, mais consubstantiation. Bon, c'était pour introduire une certaine idée qui n'est pas contraire au mythe fondateur, c'est-à-dire de la mission rédemptrice de l'engendré sur terre, mais qui fait varier ce qu'on veut en faire entendre. Et donc le rithème, par définition, que ce soit par erreur ou par volonté, il varie. Et d'ailleurs, il varie inexorablement, comme la légende qu'il porte varie inexorablement, en fonction du lieu, du temps, des générations, etc. Et il peut varier, donc. Il peut varier. Et c'est là qu'on va, alors que nous parlons des trois principes, des trois plans, mythème, rithème, doxème, c'est ensemble des mythes fondateurs, ensemble des rites d'exercice et ensemble des règles temporelles, c'est là qu'on va se rapprocher de deux autres triades absolument essentielles pour comprendre le fonctionnement des sociétés initiatiques et spirituelles. La première, c'est ce qu'on appelle chez les guédoniens la triarchie cosmique, c'est-à-dire la triarchie roi, prêtre, prophète. C'est très essentiel à comprendre. Et d'autre part, la tritemporalité des gnostiques, que l'on trouve de façon infuse chez Valentin, chez Marcion, chez Basilide, chez Carpocrate, etc., mais qui en fait est un fil conducteur très important de toute la philosophie néoplatonicienne alexandrine. Donc cette tritemporalité qui est chronos, aion, kairos. Nous allons devoir aborder ces points. C'est pas obscur, ce sont trois conceptions du temps. Le temps chronos, le temps aion, le temps kairos. Et quand nous aurons parfaitement situé, ou au moins essayé de situer ce qu'est cette triarchie initiatique guénonienne qui en réalité remonte aux tout premiers écrits bibliques, puisqu'il s'agit de Melchisédek, il s'agit Genèse 14, Psaume 110, les gloses théologiques ont été faites dessus, plus quelques considérations gnostiques et intertestamentaires de tout premier ordre. Et il faut comprendre cette tritemporalité qui sont trois temps différents dans lesquels les initiés, et même dans certains cas les élus, vivent leur incarnation terrestre pour comprendre de façon plus exacte et plus pertinente comment va fonctionner la passation du mythe fondateur par la légende et par le rite. Et ça, sinon ce serait trop long, mais on sera obligé de l'aborder. Oui, alors pour ceux qui se demandaient ce qu'il y avait dans le coin tout à l'heure, c'était ma bière. Santé.